Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la Semaine Éco. Ce soir, on s'intéresse à une thématique qui représente le cœur battant de notre tissu industriel. L'Algérie compte près d'1,5 million entre petites et moyennes entreprises et micro-entreprises. Comment alors mieux les accompagner, comment les intégrer pleinement dans le tissu industriel de notre pays et créer une véritable chaîne de valeur intégrée? Comment traduire les orientations politiques sur le terrain et mesurer par la suite, c'est important, l'impact de ces décisions sur l'indice de croissance de nos entreprises et sur notre économie. Construire une économie forte au pays a des règles, vous le savez, ces règles ou les règles d'un marché dominé, il faut le dire, par le numérique et l'innovation, surtout dans les énergies du futur. Cela impose l'investissement ou un investissement massif dans tout ce qui est recherche et développement. Comment alors créer un climat favorable au développement des PME en Algérie? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions et nous vous dirons également dans quel domaine nos PME sont championnes et dans quel domaine elles pourront le devenir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Hakim Taoussar, directeur général de l'Agence nationale de développement des PME et de la promotion de l'innovation. Adel Bensassi, président du Conseil national de concertation pour le développement des PME. Vous êtes également entrepreneur dans la mécanique de précision. El Hadi Tammam, vous êtes directeur général du FGAR, le fonds de garantie des crédits aux PME. Nous allons parler d'investissement avec vous. Et nous recevons également Youssef Bembouali, qui est chargé de gestion de l'incubateur pépinière d'entreprises de la wilaya d'Alger. Merci à tous les quatre de participer à ce numéro de la Semaine Éco. Et on commence avec vous, Monsieur Taoussar. Depuis le début de cette année, et jusqu'au 30 septembre, je pense, 454 entreprises ont bénéficié d'un soutien de la réalisation de leurs projets contre 321 de l'année dernière. Alors, c'est une économie, je le disais tout à l'heure, notre économie repose sur le tissu PME et micro-entreprises, 95%, plus de 90%. Chaque année, nous commentons ces chiffres, mais le décollage, on a l'impression qu'il n'est pas encore là. Qu'est-ce qui bloque ? Avant de répondre à votre question, je voudrais signaler d'abord que ce chiffre de 450 est loin du chiffre du nombre de PME qu'on a accompagné, auquel on a participé à la création en 2019. Il était de l'ordre de 3877 PME. Moi, j'ai donné le chiffre de 2020. Oui, 2020. On est d'accord sur les chiffres. 2020, on a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid qui a ralenti considérablement la création des PME. Qu'est-ce qui bloque? Il y a différents facteurs, différents éléments qui bloquent le décollage. Il y a d'une part les contraintes bureaucratiques, elles sont nombreuses à tous les niveaux. Il y a des autorisations, des dossiers à fournir, et des fois ça décourage certains créateurs de PME. Il y a les accès au financement auprès des banques. Les banques n'assument pas beaucoup les risques avec le porteur de projet ou un entrepreneur. Et il y a aussi, pour les entreprises de production, les PME de production, il y a l'accès au foncier industriel, qui constitue un facteur de blocage au décollage et pour permettre à ces PME de commencer leur processus de fabrication et de développement de leur croissance. Vous avez fait un diagnostic et nous allons essayer d'apporter aussi des réponses et des solutions. Adel Bensassi, vous avez cette double casquette, c'est important. Vous êtes à la fois entrepreneur et président du Conseil national de concertation pour le développement des PME. Quelles sont les problématiques aberrantes que vous rencontrez sur le terrain, vous en tant qu'entrepreneur, et quelles sont les solutions que vous proposez en tant que président du Conseil national de concertation? Bien, le Conseil est constitué d'associations professionnels, de clusters, de groupements, donc qui sont là pour un petit peu, si vous voulez, mutualiser leurs efforts afin qu'on puisse être un outil d'aide à la décision pour le gouvernement. Modestement, en essayant de faire des propositions qu'on a essayé d'axer justement sur des effets concrets sur la préservation de l'emploi et le développement de l'investissement. D'abord, le premier objectif, M. Taoussar a parlé de la crise Covid, c'était la santé des citoyens.
Malheureusement, le fait de confiner les gens, le fait d'avoir mis en place un certain nombre de mesures n'a pas été dans l'intérêt des entreprises, du maintien de l'activité économique. Et dans ce sens, certaines mesures d'accompagnement sont mises en place. Mais je vais vous dire sincèrement, en tant que chef d'entreprise, la réalité est amère. La bureaucratie, c'est un terme générique pour parler des mentalités, en fait, réellement, de l'administration, au-delà du fait que la législation reste extrêmement rigide. Moi, je vais aller beaucoup plus loin en disant que ça découragerait les plus téméraires. L'accès au foncier, évidemment, en plus bloqué depuis plusieurs mois. L'accès au financement est une véritable problématique du fait que, parfois même, malgré la mise en place de systèmes de garantie, les banques refusent ces garanties-là et demandent encore des garanties des hypothèques. Alors que la loi 1702 incite justement les collectivités locales à aider justement les entrepreneurs, les créateurs de PME d'avoir le c'est juste. Mais je vais vous dire une chose. Personnellement, pour parler en homme de terrain, la meilleure façon d'aider une entreprise, c'est de lui donner du travail. Alors, le carnet de commande. Voilà, tout à fait. Et il faudra parler de la difficulté des entreprises algériennes d'accéder à leur marché naturel. On a parlé du syndrome hollandais, de la problématique du oil and gas et pourquoi... le oil and gas est une bénédiction pour l'Algérie. Il a permis d'être un effet de levier dans le cadre de la politique de développement depuis l'indépendance. Il ne faut pas dresser un tableau tout noir non plus, mais il n'est pas encore la locomotive qu'on espère pour véritablement lancer les entreprises productrices de biens et services. On parle de 10 à 15 milliards de dollars, tout confondu d'importation de biens et services. Ma foi, si on pouvait ne serait-ce que arriver à 5-10% de ce montant, vous imaginez bien que ce serait véritable boom pour nos PME. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, Monsieur Bensassi, parce que vous avez parlé de bureaucratie, mais on a l'impression que c'est un terme générique. On peut mettre beaucoup de choses dedans, mais essayez de nous dire aussi tout à l'heure ce qui a évolué. Est-ce que la bureaucratie d'il y a 10 ans est toujours la même aujourd'hui? Je donne la parole, Monsieur Al-Hadi Temem. Vous êtes directeur général du FGAR. Alors, sur votre site corporate, fgar.dz, on peut lire que l'objectif principal du FGAR est de faciliter l'accès au financement bancaire. Vous avez été installé en juillet dernier et vous aviez eu 2 grandes activités, une réunion avec l'ABEF et deuxième réunion, signature de convention de partenariat avec le Fonds national d'investissement. Est-ce que c'est urgent aujourd'hui d'aller chercher l'argent, d'aller chercher des investissements pour les PME? En fait, il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent, non. C'est plutôt un accompagnement en support. Puisque nous-mêmes, on porte 2 casquettes. La première casquette, c'est celle adressée aux PME, puisqu'on doit renforcer leur compartiment garanti pour leur faciliter l'accès au financement. Et la deuxième casquette, c'est sécuriser les engagements des banques en donnant une garantie financière. Donc, tout est dans cette problématique. On est réunis parce qu'on est soutenu du ministère de l'Industrie. Et sincèrement, notre engagement à l'égard des PME, il est il est bien présent. On a essayé avec l'ensemble des banques et établissements agréés d'aller vers eux et proposer notre produit comme support de garantie en faveur des PME. C'est le cas, ce que vous venez de citer, le Fonds national d'investissement. Effectivement, dès qu'il y a une signature, il y a un déclenchement du financement des PME. Ça, c'est un point que je souligne. Maintenant, je voudrais juste poser un problème. C'est quand on parle de bureaucratie, il y a pas uniquement de bureaucratie. Il y a le management, il y a la formation, il y a le niveau. Absolument. C'est plusieurs ressources humaines. Pour moi, c'est le gros problème. Parce qu'on n'a pas le droit d'interpréter une loi. On l'applique ou pas. Maintenant, une PME, elle a besoin d'un accompagnement. Qu'elle aille dans un guichet banque, normalement, c'est le banquier qui doit conseiller à la PME quel type de garantie. C'est une question de formation peut-être aussi. Il y a une formation, il y a la vulgarisation du dispositif, non pas par le FGAR, mais la responsabilité. Ailleurs, il y a des... Vous avez parlé d'accompagnement. On va revenir en détail pour parler de financement. L'accompagnement, on va en parler justement avec Youssef Bembouali. Je disais que vous êtes chargé de gestion de l'incubateur pépinière d'entreprise de la wilaya d'Alger. Alors, comment se fait l'accompagnement? Vous qui avez une grande expérience quand même, de plus d'une vingtaine d'années dans l'accompagnement.
Merci pour l'invitation. D'abord, il faut savoir que j'ai été entrepreneur. Et donc, j'ai vu ce qui se passait sur le terrain. La première des choses que je n'ai jamais oublié, c'est le fait de me sentir isolé. Et donc, être à la tête de la pépinière d'entreprise, d'incubateur d'entreprise de la wilaya d'Alger, c'est au moins apporter ce soutien de présence. Parce que l'accompagnement tel que l'on doit le comprendre, c'est le fait qu'on n'est ni devant ni derrière, mais juste à côté. Et on ne s'insère pas en tant que mentor ou bien en tant que coach, mais on est là pour dire voilà, comment que ça se passe, la situation, les différentes situations auxquelles va se confronter ce porteur de projet. Mais avant tout cela, quand le jeune se présente, ou le moins jeune d'ailleurs, disons, quand il se présente, on lui conseille d'oublier son idée de savoir est-ce qu'il est fait pour être entrepreneur ou pas. Parce que vous avez le trick, savoir-être et savoir-faire. Le savoir-faire, ce n'est pas notre rôle, disons on peut le rôle pour voir un petit peu l'aspect qualité de la chose, mais c'est surtout le savoir-être qui nous intéresse, et on sait que la personnalité du porteur de projet va compter pour une très grande partie dans la réussite du projet. Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc. Vous nous dites que c'est un tout. En parlant d'accompagnement, on va regarder maintenant un reportage qui va nous présenter justement deux profils complètement différents. Le premier, c'est Abdelkader, c'est un producteur de vinaigre aromatisé qui a réussi depuis plusieurs années à exporter son produit à l'étranger. Le deuxième, c'est Mohamed Lamine, spécialisé dans la transformation digitale. C'est un reportage signé Yasmine Messaouti. D'une simple idée à une success story, ainsi nous pouvons décrire cette entreprise produisant essentiellement du vinaigre aromatisé. Aujourd'hui, elle est leader dans son domaine. Créée en 1998, son propriétaire est l'un des premiers bénéficiaires du crédit. Ce qui concerne la paperasse, en 1998. Et on a concrétisé le projet le 23 février 1999. Région la première bouteille de vinaigre. Avec l'aide de Sèche, bien sûr, on a eu un appui très considérable. Aujourd'hui, il est le principal exportateur de vinaigre au niveau national. Pour lui, avoir un bon accompagnement est primordial pour réussir. Et pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il soit bien étudié. Il faut choisir ce qu'on veut. Même si un jeune a une idée en tête, par exemple, mais il n'est pas informé sur les procédures, il ne sait pas la portée de son projet. Il faut qu'il ait aussi des experts pour l'encadrer au début. Même s'il a un projet en tête, on peut lui dévier un peu du projet et lui proposer quelque chose qu'il va admettre et qu'il va le faire. Hein. C'est mieux. C'est également grâce à que Mohamed Lamine a su utiliser ce projet. Il a 15 ans, son entreprise dédiée à la transformation digitale compte actuellement pas moins de 50 employés. Pendant un événement, c'était la semaine du web, donc j'avais découvert en tout cas l'incubateur de Sidi Abdallah. Et on m'a proposé de venir de faire en tout cas cette incubation. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on fera un étape ou un passage donc à l'incubateur. Ça nous a permis en tout cas d'avoir pas mal un accompagnement. Moi, je pense qu'une société, une start-up a besoin plus d'accompagnement en management, finance, technique et tout ça pour permettre de se développer que état financier, parce que la partie financière, ce n'est pas que le pécunier qui va développer une entreprise, mais peut-être il va juste mettre terrain solide de l'entreprise donc pour survivre, mais pas un développement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on a acquis, je pense, pendant une année là-bas, un incubateur, pas mal de savoir. L'exemple de ces deux success stories nous enseigne que l'idée innovante qui entrepreneuriale conjuguée à un accompagnement adéquat ne peut aboutir qu'à un franc succès. Voilà pour ce reportage signé Messaoudi. Alors, on a vu ces deux profils et je pense que vous êtes client de ces deux, deux entrepreneurs. Oui. Youssef Bombali, le profil est important? Tout à fait. Par expérience, les lectures font ressortir le fait que une idée ne peut pas réussir juste parce que c'est une idée qui... et puis en plus de cela, il
savoir que l'opportunité ne se décrète pas, elle se découvre. Et c'est le porteur de projet qui, lui, va influer sur la réussite ou non de l'entreprise. Et c'est pour ça que l'accompagnement que nous essayons d'apporter, c'est d'abord faire gagner la personne. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, en estime de soi. C'est un des premiers paliers qu'on traverse en termes d'accompagnement avec le porteur de projet. On lui dit, vous oubliez votre idée, vous essayez de savoir quel type de personne vous êtes. Et on fait à la fin ressortir tout un diagnostic. Nous ne jugeons pas, mais nous faisons rendre conscience si cette personne-là, quel point positif elle a, quel point négatif. Monsieur Taoussa. Oui, je voulais intervenir pour faire connaître un peu l'agence qui n'est pas très connue, notre agence de développement des PME, parce qu'elle évolue au milieu d'un ensemble de dispositifs. Il y a l'ANAD qui est française, il y a l'ANGEM, il y a la CNAC, il y a l'agence développement des PME. C'est une agence qui accompagne et héberge les porteurs de projets de l'idée. Même si quelqu'un se présente avec une idée seulement, il est accompagné par les centres d'appui et de conseil. Nous avons deux types de structures. Les pépinières d'entreprise qui hébergent les porteurs de projets, les PME, et les centres d'appui et de conseil qui font de l'accompagnement. Quels sont les profils des personnes qui viennent frapper à votre porte? Qui viennent de ces différents profils. C'est des universitaires, des gens qui ont juste un niveau moyen, qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ce qui est privilégié par notre agence, c'est avoir l'esprit d'entrepreneuriat et avoir ce flair pour diriger et développer une autre. Donc, contrairement aux autres dispositifs, notre agence héberge les projets et elle accompagne, fait de l'accompagnement. Et la durée de l'accompagnement peut être assez plus ou moins longue, c'est-à-dire contrairement aux startups qui exigent une petite durée, ou ensuite la création, l'incubation, ensuite l'accélérateur. Nous, même jusqu'à 3 ans, on peut accompagner. Et on a eu beaucoup de projets qui se sont développés. Je cite par exemple à Batna, nous avons quelqu'un qui fabrique de l'engrais avec des déchets végétaux, qui arrive à il y a plusieurs exemples de réussite. Si je vous donne la parole, quelqu'un qui allume sa télé, il tombe sur cette émission, il a un projet extraordinaire, il veut le lancer, il se dit mais finalement il y a plein de structures, je commence par où? Vous qui êtes entrepreneur aussi, on commence par où? Est-ce qu'on va vers la pépinière, si je suis à Alger, pépinière d'aide aux entreprises? Est-ce que je vais directement chez M. Taoussa? Est-ce que je vais frapper directement à la porte du FGAR pour demander un crédit? Par où je commence? Je commence par demander conseil à la personne la plus proche, déjà, pour commencer, parce que c'est à mon sens la démarche sage. Je tenais à dire juste qu'être entrepreneur, ça ne se décrète pas. Ouais. On a eu beaucoup de difficultés, notamment il y a quelques années. Et on a eu de gros problèmes entre le professeur et moi, puisqu'il disait tout le monde peut devenir entrepreneur. Non, je suis désolé. Tout le monde peut devenir. Non, bien sûr, il y a un panel d'outils, d'aide, d'accompagnement aux nouveaux porteurs de projets. Je tiens juste seulement à signaler que, notamment avec l'agence de développement de la PME, que le rôle aussi de l'agence de mettre à niveau les PME existantes. Oui. Vous avez parlé d'un tissu de TPE, PME en Algérie. On a eu l'occasion d'en discuter hier lors d'une rencontre économique. On dit que 90% des entreprises algériennes sont des TPE. Je ne pense pas. Il y a un problème de classification par chiffre d'affaires, or qu'on voit très bien que ce sont des PME familiales en très grande majorité. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, il faut faire émerger des mais ne pas oublier l'existant, parce que n'oubliez pas que la courbe de maturité d'une entreprise, c'est 10 ans, si on veut pérenniser ça. Et donc, ces entreprises-là, si on veut aller vers l'export, si on veut aller vers la compétitivité, c'est vers la mise à niveau. Je vous repose la même question, monsieur Temem. Monsieur Messassi nous a dit qu'il faut d'abord demander conseil. Vous dites quoi aux jeunes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer? Entièrement d'accord avec vous. C'est
C'est le premier point qu'il faut... Deuxième point? Non, c'est le premier point. Non, non, après, le deuxième. Okay. Le deuxième point, c'est vrai qu'il faut s'orienter vers les portes. Ça, c'est très... Et l'un des PME, je pense qu'elle est bien positionnée pour accompagner les porteurs de projets. En termes, à travers les PME, entre une synergie, justement, pour aller vers l'entreprise et l'accompagner dans son projet. Mais je voudrais rajouter juste un point, ce que a été dit par M. Bensassé. Effectivement, le premier facteur de réussite d'un projet, c'est le volet managérial. Ça, c'est la condition sine qua non. Après, on a l'étude de marché. Là où on veut se loger, une niche, un segment d'activité, etc. Pour parler à la fin du projet lui-même. Le projet lui-même, c'est à la fin de tout le circuit d'évaluation des risques. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous, au niveau du fonds, on a cette faculté d'être conseillé pour les PME. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent, mais malheureusement, ils ne savent pas comment aborder le montage financier de leur projet. Ou du moins, un conseil qui leur permet, du moins, de réduire les pas importants, les doter d'une garantie et les orienter vers une banque. D'ailleurs, pour la banque, on essaie de faire de l'intermédiation financière, qui est très importante, justement, pour des projets à forte valeur ajoutée et qui portent, parce que quand on parle de valeur ajoutée, c'est automatiquement rentabilité du projet. Mais il y a un autre volet qu'on est en train de d'ailleurs en ce moment, c'est la PME ou la TPE, comme vous voulez, c'est dans le segment de l'exploitation, le BFR. Donc c'est pour faire un package. En moyenne, ça prend combien de temps pour avoir un financement de votre part? Non, une garantie. La moyenne de traitement ne dépasse pas 10 jours. 10 jours pour toutes les... Pour tout le parcours. Je tiens à dire, pour vous, on a parlé des incubateurs qui, à mon sens, font partie de l'agence, mais j'aime bien l'approche bottom-up. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs incubateurs, notamment celui d'Alger, etc. Mais le rôle du VGAR en tant qu'antichambre de la banque est très important. Parce que vous avez parlé d'une chose, un super projet, un super produit, mais qui ne répond pas aux besoins du marché. Il est voué à l'échec. Et beaucoup de gens disent, mais mon produit est le meilleur. Mais votre produit ne répond pas à ce que veut le marché, donc vous ne le vendrez pas, même si c'est le plus beau. Et donc la banque ne va pas courir le risque pour vous financer naturellement. Je reviens vers vous, Monsieur Boumboali. Vous avez fait une étude en 2013 pour justement cerner, identifier les raisons de l'échec à travers les centaines de chefs de projet, les centaines de personnes que vous avez accompagnées. Effectivement, oui. En 2013, j'ai essayé de me poser la question, pourquoi autant d'échecs? En réalité, l'échec fait partie de la vie d'une entreprise. Nous, à un certain moment, on se demande, on se dit que l'échec n'est pas permis. Or, dans l'entrepreneuriat, dans certains pays, là où vous avez de l'échec, c'est une espèce de garantie par rapport à votre fiabilité en tant qu'entrepreneur. Surtout dans les pays anglo-saxons. Et ça, et donc après, je suis tombé sur un chiffrement sur 10 Algériens, bien 10, vous avez 8 qui croient savoir créer une entreprise. Sur les 8, il y en a 4 qui font une tentative de création d'entreprise. Sur les 4, il y en a 2 qui finissent par créer une entreprise. Et sur les 2, on en retrouve une au bout de 3 ans, mais elle disparaît au bout de 5 ans. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui a échoué ou l'entreprise qui a disparu qui m'intéresse, c'est la véritable raison d'avoir 8 Algériens qui croient savoir créer une entreprise. Et quand on croit savoir, on ne demande pas. Donc, tout de suite, on tombe sur la problématique. Et on se casse les reins. Alors qu'en réalité, pourquoi? Parce que une entreprise, c'est juste une question de registre de commerce, de local, de l'idée et des finances. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord, vous, en tant que personne porteuse de l'idée, et vous avez en fait un marché. Nous sommes tous ici présents. Nous sommes tous des consommateurs quelque part. Et on n'achète pas pour les besoins du vendeur. On achète parce qu'on a besoin et parce que c'est intéressant. C'est ça. Et parce que c'est intéressant, et justement, pour que le débat soit intéressant aussi, parlons aussi
franchement, parce que depuis le début de cette émission, on pose les vrais problèmes, vous faites de véritables diagnostics, vous proposez aussi, ça va venir, les solutions, mais pourquoi ça ne se traduit pas sur le terrain? On a l'impression parfois que les décisions politiques ne sont pas appliquées sur le terrain. Qu'est-ce qui bloque, M. Taoussar? Ce qui bloque, j'ai cité un peu les contraintes au début de cette émission, mais il y a des actions qui sont en train d'être menées pour aller vers le... Donne-nous un exemple pour assez Par exemple, il y a eu création au niveau de tous les secteurs d'une commission de facilitation des procédures pour alléger au maximum au niveau du ministère de l'Industrie. Il y a eu la création de cette commission. Non, pas le guichet unique. C'est une commission qui est en train de voir les procédures, évaluer toutes les procédures, quels sont les facteurs de blocage pour les alléger. Là où il y a des doubles emplois, il y a eu plusieurs documents qu'on exige, d'une part. Le deuxième facteur, c'est la dépénalisation de l'acte de gestion. Je crois que c'est une action qui a été annoncée déjà, qui va encourager, parce que la loi oblige et favorise les entreprises publiques à réserver une part de leur marché vers les PME, aux PME nationales. Et là, ce n'est pas appliqué parce que les gens ont peur de la réglementation des marchés, de l'application stricte de la réglementation des marchés. Et la dépénalisation va permettre un peu d'alléger un peu cette pression. Monsieur Brésil n'est pas d'accord. Pardon. Oui, il ne suffit pas d'avoir des lois, il faut les appliquer. C'est une certitude. D'abord, il faut appliquer les lois qui existent. Très bien. Maintenant, où sont les blocages? Quand je dis tout à l'heure qu'il y a un problème de formation, je sais de quoi je parle. Quand je dis qu'il y a un problème de formation et de niveau, c'est une évidence, malheureusement. Parce qu'on a tendance à faire des lectures au lieu d'appliquer, primo. Et vous savez qu'un porteur de projet, quand il est en face d'une machine bureaucratique, automatiquement, il va alimenter le marché de l'informel. Et c'est la bureaucratie qui génère malheureusement l'informel. Ça, c'est malheureusement une réalité. Et c'est pour ça, qu'il faut fluidifier la mécanique de l'investissement. Nous, au niveau du FGAR, d'ailleurs, on s'est adapté à ce que la banque va demander comme document, comme support papier. C'est uniquement pour alléger. On est en train, on a mis en place une plateforme au niveau du FGAR où l'opérateur économique peut suivre à partir de son portable l'état d'avancement de son projet. L'état d'avancement de son projet. Alors j'ai posé la question à M. Taoussar, je vous la repose, M. Bensassi. Il a parlé de cette commission. Est-ce qu'il faut aller vers le guichet unique pour créer une entreprise, comme cela se fait dans plusieurs pays, qui sont en train d'ailleurs de capter les ingénieurs algériens, les chefs d'entreprise algériens. On les connaît, on n'est pas obligé de... Non, bien sûr. Sans aller vers la démagogie, je pense que nous avons un devoir de vérité et de franchise et de sincérité envers nos concitoyens. On n'est pas là pour faire du promotionnel. Nous essayons tous de bonne foi d'essayer de faire avancer les choses au niveau des agences, du fonds, du CNC, etc. Oui, effectivement. Ça fait des années que la problématique est posée. Ça fait des années qu'on parle du guichet unique. Ça fait des années maintenant que, alhamdoulilah, il y a eu le Hirak, il y a eu une véritable prise de conscience qui s'est faite, c'est récent. Ensuite, il y a eu la Covid. Actuellement, on fait face à une véritable problématique encore une fois, la mentalité, c'est plus difficile à changer. Je vais vous donner un seul exemple. Quand on légifère, parfois, on n'a pas de l'importance un impact qu'on aura sur les entreprises, ce qu'on appelle dans certains pays le SMI résilience, c'est-à-dire l'impact sur les PME. On interdit une chose, mais on risque justement que cette loi rapporte beaucoup moins que ce qu'elle devrait rapporter, notamment, je cite l'exemple du matériel d'occasion qui avait été mise. C'est une punition collective, c'est-à-dire qu'on dit voilà, parce qu'il y a des gens qui ont fauté ou qui ont détourné le système, eh ben on arrête tout. Et finalement, on perd. C'est le 80-20 de Pareto, c'est-à-dire que
Les 80 payent pour les 20 et puis finalement on se retrouve à payer. Bon, ça c'est une chose. Deuxième des choses, la courroie de distribution est lâche. Il y a des mesures extrêmement importantes qui ont été prises c'est l'engagement du président de la République, par le gouvernement. Malheureusement, la mise en place sur le terrain, il ne faut pas se mentir, je suis désolé, la situation au niveau pour l'entrepreneur sont très difficiles. On n'est pas encore. Et quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps, justement, M. Bombouali. Les projets doivent être exécutés rapidement sur le terrain, sinon on fait face à une concurrence très rude, notamment la concurrence qui vient de l'étranger. Écoutez, pour parler entrepreneuriat, M. Bensassi l'a cité, la première condition, c'est, et je suis désolé de le dire, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Elle est là, toute la vérité, le début de cet enchaînement d'actes entrepreneurial. Il y a des gens qui sont faits pour. Il y a des gens qui ne le savent pas ou qui ne sont pas faits pour. Et justement, est-ce que vous savez depuis quand existent les incubateurs et les centres d'appui de conseil, l'agence dépendante du ministère de l'Industrie? Ça existe pour les incubateurs et les centres d'appui de conseil depuis l'année 2004. Au départ, il n'y avait pas cette conscience de l'utilité de ces instruments d'accompagnement. Je raconte l'anecdote, combien de gens sont des centres de vente d'arbres. C'était beaucoup plus des centres d'accompagnement, des centres à la création d'entreprises. Et pourtant, c'est bien apparent, pépinière d'entreprise, donc on sait à peu près de quoi on parle. Mais toujours est-il, là, je reviens toujours sur la ressource humaine. Être entrepreneur, c'est d'abord une personne qui peut mener un projet. Là, il fait référence à la culture financière, malheureusement. Elle est absente. On pense, effectivement, la culture financière fait défaut. Le marché financier, parfois, on passe à côté. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet, au-delà de 90 jours, lorsqu'il est déposé au niveau décisionnel, s'il n'y a pas de retour, le projet ne vaut rien du tout. C'est bon, parce qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui vont influer sur la qualité du dossier. Soit le change, prix à l'international qui va augmenter, peut-être même des problèmes de fret, et j'en passe. Donc, moins dans la période du Covid, peut-être, où il n'y a pas eu beaucoup de changements. En dehors du Covid, je parle en dehors du Covid. Donc, la réactivité dans la prise des décisions, c'est ce qu'il faut maîtriser maintenant. Et c'est très urgent. On est à côté. Monsieur Tamsa, vous voulez intervenir? Je voulais intervenir par rapport à ce qu'a dit M. Benvoilé. Mais là, on ne peut pas, à notre niveau, trier. Ceux qui ont cet esprit d'entreprise, ceux qui c'est le marché qui va, je pense, qui va décider. Et la personne qui n'est pas faite pour ça va se rendre compte qu'il va être en faillite, il ne va pas réussir dans son projet. Donc, je pense qu'à notre niveau, c'est d'accompagner, d'encourager. Tous les des personnes chefs d'entreprise, vous n'êtes pas d'accord, vous dites que c'est le marché qui décide. On doit les accompagner quand même, c'est le marché qui va décider par la suite. Parlons de ce marché, parlons de nos entreprises. Est-ce que nous avons des têtes de gondole? Est-ce que nous avons aujourd'hui des champions, des PME championnes qui peuvent résister et aller vers l'international? Je vais vous dire. Bon, d'abord les deux entrepreneurs sur le sujet qu'on vient de voir en sont. Ce sont des success stories, d'accord, qu'il faut mettre en avant et il n'y a pas que, il y a plusieurs domaines, différents secteurs. Il faut les mettre en avant, il faut les montrer aux gens que c'est possible. Parce que les gens, je comprends tout à fait, vu la morosité, vu la situation difficile, vu les contraintes et tout ce qui est en train d'être... On a l'impression que ça ne bouge pas. Alors quand on prend du recul, le chemin qui a été parcouru de 2019 à aujourd'hui est quand même important et c'est pas terminé et c'est pas suffisant et on va continuer. Maintenant, sur les championnats nationaux, la véritable démarche qu'on est en train d'entreprendre au niveau du compte, justement pour l'accès au marché pour les grandes
donneurs d'ordre, notamment du oil and gas, de l'énergie, pour qu'ils soient cette véritable locomotive. Et sans changer de réglementation, c'est aller vers la présélection de ces entreprises, ces champions nationaux, présélectionnés par les grands donneurs d'ordre, les mettre à niveau avec l'assistance de l'agence justement de développement de la PME, de la promotion de l'innovation. Parce que si on ne crée pas un véritable écosystème et qu'on ne les pousse pas, eux, pour en faire une véritable vitrine, les gens ne vont pas suivre. Et c'est pour casser cette morosité-là qu'on doit accompagner ces success stories, en faire des champions nationaux et aller vers l'international. Monsieur Mbolé, parmi toutes les PME que vous avez accompagnées, quels sont les domaines d'activité aujourd'hui qui se distinguent en Algérie? Agroalimentaire, services? Agroalimentaire, services. Je pourrais même vous dire que il y a 2 années de cela, j'ai accompagné une entreprise qui n'avait rien à voir avec l'industrie, mais l'idée portée par le jeune était vraiment intéressante puisque, je vais vous dire, au lieu de la pollinisation d'abeilles, il utilise la pollinisation par bourdon. Et ça augmente de 40%. Ça augmente de 40% la production. Donc vous voyez, les idées, au fond, combien d'idées vous pouvez avoir par jour? Vous pouvez en avoir beaucoup. Mais le porteur de projet, quand il est là, sa manière d'approcher la problématique, sa manière d'entrer dans le marché fait toute la différence. Et donc vous avez des gens qui sont là, ils ont dès le départ, ils ont une démarche. Et puis ils savent comment attaquer le marché, de quelle manière, et surtout le moment de l'attaque. Et ça, c'est des gens qu'on accompagne. Maintenant, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, rien n'est perdu, parce que être salarié, c'est pas aussi dévalorisant. L'ambiance que l'on crée dans la pépinière fait qu'il y a un mélange d'idées, d'échanges et tout ce qui s'ensuit. Et à maintes fois, on s'est rendu compte que pas mal de porteurs de projets qui se rendent compte qu'ils ont en face d'eux un porteur de projet beaucoup plus intéressant, ils abandonnent leurs idées et font partie de l'équipe constituante même du porteur de projet pour lesquels ils ont une certaine préférence. C'est ce qu'on appelle une pépinière d'ailleurs. Vous on voyez vend pas des arbres, mais on vend des idées. Vous voyez donc l'objectif pour nous, c'est un petit peu de provoquer cet échange, cet échange d'idées, mais aussi ce brainstorming permanent qui permet une vraie synergie entre les candidats. Quand l'entreprise, une fois créée, nous passons le relais au centre d'appui de conseil, qui eux vont accompagner à leur manière des PME en activité. Si vous avez besoin de certification, si vous avez besoin de placement dans le marché, si vous avez besoin de recherche d'opportunités à l'exportation, tout cela, soit par le biais de formation ou de prise de contact, mais aussi par le réseautage, chose que fait... Vous les dirigez vers le FGAR, vers M. Temem? Bien sûr, parce que qu'on a fait d'ailleurs ce matin avec un très beau projet. C'était les nanotechnologies. La personne est venue avec un projet d'impression d'une pâte qui remplace carrément les panneaux solaires. Extraordinaire produit. Voilà. Et il a été, dès qu'il est passé chez nous, on a discuté, on a échangé, on a parlé d'incubation. Et puis tout de suite, on s'était dit, il me dit de quoi j'ai vraiment besoin. Généralement, l'une des premières mesures qu'on donne comme conseil, c'est le réseautage. Et dans le réseautage, vous avez le CNCPME, vous avez les clusters. Nous allons dans une valorisation de la chaîne des valeurs. Et ce contact-là, cet échange-là va permettre l'éclosion de pas mal d'activités. Dirigé vers le FGAR. Cela fait, même si moi je ne le fais pas, si un CPME peut le faire. Ça date de ce matin, on a fait un réseautage par filière, puisque l'approche par filière est assez intéressante, puis elle permet de développer réellement des chaînes de valeur par filière. Donc nous, notre rôle, c'est de justement... par les membres qui sont les associations professionnelles et les clusters, de les accompagner, de les orienter directement. Là, il s'agit d'énergie renouvelable, donc on les a accompagnés. Je vais vous dire, sincèrement, par ma modeste expérience, 90% des messages que je reçois lors des passages, par exemple, notamment des émissions, etc., les gens ne demandent pas de l'argent. Les gens demandent du conseil, demandent de l'assistance, des orientations, c'est de ça. Et le réseau...
c'est très important. C'est très Ça, c'est un point très important. Je vais vous donner la parole dans un instant. Mais vous avez parlé de nanotechnologie, vous avez parlé de projets innovants. Et c'est l'avenir, qu'on le veuille ou non aujourd'hui. Ça va vers le numérique, ça va vers tout ce qui est innovation, notamment et surtout dans les énergies du futur. Aujourd'hui, il y a une guerre qui est ouverte aujourd'hui entre notamment la Chine, qui est aujourd'hui le premier producteur de panneaux solaires dans le monde, et d'autres pays, parmi eux l'Allemagne. Monsieur Temmem, est-ce que vous avez beaucoup de projets innovants que vous recevez, notamment dans le secteur digital? Non, en réalité, pas du tout, parce que c'est des projets qui sont pris au niveau des startups. Donc il y a toute une disposition qui est mise en œuvre. Mais n'empêche qu'on a déjà accompagné par le passé 2 ou 3 startups. Oui, elles avaient beaucoup de problèmes d'accéder au financement parce qu'il s'agit généralement d'investissements immatériels. Oui. Donc la banque va réfléchir automatiquement à la garantie. Tout simplement. Pas de tangible, pas de quoi. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé. C'est ça, c'est une problématique. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du niveau de formation pour s'adapter au changement que le marché apporte. Et donc, il faut s'adapter au changement et il faut y croire. Maintenant, on apporte la solution de la garantie. Donc, il suffit tout simplement de s'associer pour accompagner tout porteur de projet avec une idée innovante. C'est aussi simple que ça. Avant de continuer sur cette question d'avenir et d'entreprise innovante, pour les téléspectateurs qui nous regardent peut-être, qui sont chez eux, ils se demandent peut-être comment aller vers le FGAR. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on va respecter vraiment le délai dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que les projets sont traités véritablement, rapidement? Vous les rassurez? Oui, je m'engage. Il n'y a pas aucun problème. Notre rôle, effectivement, c'est le conseil et la garantie. On le fait journalièrement. Donc quand je dis 10 jours, parfois moins, ça je tiens. On le fait au quotidien. Et on voit que vous êtes très actif et on peut aller sur fgar.dz pour avoir toutes les informations. Juste une précision. J'ai même dit qu'il y avait une application qui peut être téléchargée par un opérateur économique qui a déposé un dossier et suivre à partir de l'application l'état d'avancement. Ça s'appelle comment l'application? Je ne l'ai pas en tête parce que. Mais elle est facile parce que lorsque vous rentrez au fgar.dz, vous avez le lien. Alors l'application, elle est disponible sur fgar.dz. C'est un lien où vous cliquez, vous rentrez, il vous renvoie vers l'application. Donc le problème n'est pas posé. Monsieur Taoussa. Je voulais préciser que l'agence, par le biais de ses centres de facilitation, accompagne les porteurs de projets pour l'obtention de crédits auprès des banques. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le FGAR, qui vient en garantie pour garantir le remboursement de ces prêts. Parce que les banques, généralement, exigent des garanties aux porteurs de projets que dans la plupart des cas, il n'a pas. Donc le fonds de garantie vient en garantie pour garantir le remboursement de ces prêts. Ce qu'il faut retenir pour la banque, parce que c'est le problème, je le renvoie au niveau de la banque. La garantie financière, la garantie reste une garantie financière. C'est une garantie de l'État. C'est ça. La loi de finances complémentaire 2009 a érigé la garantie du FGAR comme une garantie de l'État. Donc la banque, quand elle détient une garantie financière, elle a un effet de levier au niveau engagement et elle a la possibilité, en cas de sinistre, de réduire les pertes. Parce qu'il s'agit d'une garantie financière. Il est très difficile de liquifier aujourd'hui une hypothèque, alors il vaut mieux aller vers une garantie financière qui permet de réduire immédiatement et d'ailleurs de rentrer dans les fonds au moins une partie. Est-ce qu'il y a un engouement de la part des banques pour aller vers un secteur particulier? Est-ce que quand on vient par exemple, M. Bensassi a cité tout à l'heure ce projet innovant de panneaux solaires innovants aussi, est-ce que la banque est réticente de ne pas, quand elle ne connaît pas le projet, quand elle ne connaît pas l'évolution? Oui. En fait, tout dépend de la qualité du business plan. On parle du business plan. Et du profil de l'entrepreneur aussi. Le business plan et le profil managérial constituent la première clé à ouvrir la porte pour la banque. Ça, c'est la première. Bien entendu, la garantie constitue un élément prépondérant dans la prise de décision, ce qui est évident. Mais il n'empêche que le profil, vous avez raison, M. Bembo à dire, et le profil, la qualité du business plan et un marché porteur ne peut que sécuriser la banque dans sa prise de décision, adossée à des garanties financières qui peuvent l'accompagner.
Par exemple, dans chaque formation, nous invitons des représentants du FGAR. Prochainement, on ne l'a pas encore fait, mais à chaque fois j'y pense, de la corporation, les opérateurs économiques, pour pouvoir parler de mutualisation, pour pouvoir parler de réseautage, pour donner une solution, de faire sentir le porteur de projet, parce que c'est très important que le porteur de projet ne se sente pas isolé. Elle est là, tout le point de départ de réussite d'une entreprise, elle est là. Le fait de se sentir moins seul, ça veut dire qu'il partage des idées, ça veut dire qu'il partage des points de vue, peut faire valoir des objectifs, peut faire ressortir une approche, peut donner de la suite dans les idées. Et c'est ça qui à mon sens. Je suis d'accord, je veux juste rebondir là-dessus. Vous avez posé la véritable, enfin, à mon sens, le fond du problème, et je reviens à votre question, la confiance. Monsieur Taoussar, vous avez parlé de la dépénalisation, et c'est à mon sens un véritable outil pour libérer les initiatives. Les gens travaillent dans la sérénité. Et pas que, je parle aussi du secteur public, des fonctionnaires, que du secteur privé, des opérateurs économiques, parce que actuellement, c'est une véritable épée de Damoclès qui s'abat chaque jour sur beaucoup de personnes. Il y a aussi cette image qu'on a malheureusement parce qu'il y a eu des échecs, effectivement, parce que les institutions ont été en panne dans l'accompagnement, n'ont pas été à la hauteur. Mais il y a aussi cette problématique de perception. Alors, dépénaliser, faire des contrats de performance avec des objectifs qui soient réalisable et qui soit clair pour dire oui, effectivement, nous avons failli, mais nous allons faire mieux, nous avons des objectifs à remplir et à chaque fin d'année, il faut qu'on fasse un bilan pour nous améliorer. Et le changement d'image peut venir justement par la discussion, puisque souvent le porteur de projet, moi, parce que voilà... Attendez, peut-être que ce n'est pas dû aussi au refus des institutions, peut-être se revoir la problématique et analyser les causes. Hein, ça ne veut pas dire que... Je donne la parole à M. Taoussar et on va faire une dernière tour de table pour parler de solutions immédiates qu'on peut appliquer maintenant, parce que nous venons de traverser une crise de pandémie qui a obligé beaucoup d'entreprises à mettre la clé, à fermer carrément. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu du mal à se relever aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution applicable dans l'immédiat? Parce qu'on a parlé aussi de ce laps de temps qu'il faut respecter et pour permettre aux entreprises de se créer ou alors d'avoir de l'activité. Dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'il y a les actions qui sont menées pour débureaucratiser toutes les procédures, réduire les contraintes bureaucratiques. Ça, c'est un travail de fond qui est en train de se faire. Alors dites-nous, s'il vous plaît, quand vous parlez de réduire les contraintes bureaucratiques, on peut éliminer absolument des banques quand on apporte un crédit, donc on lui demande de fournir en plus des garanties, un dossier très pour avoir des démocratiser, ça veut dire quoi? Réduire le délai. En plus, si on arrive à maîtriser le délai, les formalités, démocratiser l'acte d'investir. Et avoir des agents mieux formés, on va dire. C'est ça. Il faudrait arrêter de faire le tour des administrations pour demander des papiers. Pardon, vous avez une pièce d'identité, moi j'ai une carte biométrique. Elle est extraordinaire et il y a un numéro d'identifiant unique. Il faut prendre exemple, d'autres pays prennent un numéro de sécurité sociale, peu importe. Ce numéro unique devrait servir, à mon sens, à aller vers chaque guichet sans avoir à aller chercher tel document de l'état civil, etc. Et c'est une avancée notable. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce numéro d'identifiant unique. Et développer le digital aussi. Il faut avoir le registre de commerce par voie électronique, déposer son dossier par voie électronique. Tout ça, ça peut concourir à faciliter. Numéro d'identifiant unique. Développer le digital, M. Mbouali? Il faut 48 heures par semaine en tant qu'entrepreneur que vous passez au niveau des impôts. Tout ce que j'ai à vous dire. 48 heures par semaine. C'est trop pour un entrepreneur. En principe, un entrepreneur est orienté vers le placement de son produit. Il est orienté vers la gestion de son personnel et de son entreprise. 48 heures par semaine. Il y a eu beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais il faut encore beaucoup d'efforts. Monsieur Temem?
Oui, donc pas forcément l'administration ou les banques ou le FIA, même le porteur de projet, il a une part de responsabilité. C'est le volet formation. C'est la culture financière qui doit développer en interne avant d'engager tout projet. Ça, c'est très important. Réduire le délai, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la qualité d'un business plan. C'est à partir de là qu'il arrive à convaincre, oui ou non, les donneurs d'ordre. Si lui, il n'est pas convaincu, vous avez raison, M. Beboualia, c'est que automatiquement c'est un échec. Nous, on est en train de faire des propositions pour compléter les garanties sur l'investissement sur le court terme. C'était plus pour sécuriser les banques et on va le faire. Très bien. Je vous demande pas un dernier mot, mais une actualité, en un mot, votre prochaine actualité, M. Taoussa. Notre objectif, de manière générale, c'est de simplifier la relation entre l'agence et les porteurs de projets, les porteurs d'idées. C'est une nouvelle agence qui a été créée récemment en 2018, qui succède à une ancienne agence qui était un établissement public à caractère administratif. Maintenant, elle est à caractère spécifique, donc elle est plus souple dans son fonctionnement. Notre objectif, c'est de simplifier et d'humaniser la relation entre l'agence et humaniser de projets. Adel Messassi. Écoutez, on a essayé de sortir le conseil de son rôle qui était beaucoup plus orienté rapport, outils d'aide à la décision pour avoir encore une fois un réel impact sur les entreprises et l'emploi et l'investissement, l'accompagnement des startups par le mentoring, la promotion du factoring comme outil d'aide au financement des entreprises. 80% des entreprises disparaissent à cause des problèmes de trésorerie, recouvrement de créances, etc. La préqualification d'entreprises pour en faire des champions nationaux et les accompagner avec la nouvelle agence. Enfin, tout ça, encore une fois, ce sont des actions de terrain. Le terrain, la reprise, c'est maintenant, on n'attendra pas demain. Très bien. Et Youssef Bembouali. Alors, c'est toujours des formations. Nous sortons sur le terrain parce que nous avons deux approches. Nous ne sommes pas dans l'attentisme. Nous sortons vers les collectivités locales avec des programmes de développement local participatif de manière à ce que cette dynamique entrepreneuriale peut être créée dans des régions. Il faudrait juste que les collectivités locales prennent le temps. Bon, on approche vers de nouvelles élections. J'espère que l'équipe qui va s'installer ou les personnes qui vont être élues peut-être plus de prérogatives pour prendre plus de décisions. Voilà. 25 secondes, M. Hadid même. Très bien. Donc, ce qui est sur le rail, c'est la refonte du FGAR. Donc on est en train d'élargir le champ d'intervention sur le court terme pour les crédits, sur le prix-financement à l'export et encourager les entreprises qui sont destinées vers l'export, la délégation de la garantie d'une part, et en même temps la partie conseil et l'amélioration du process de la garantie avec nos partenaires banques, parce qu'on leur a demandé de nous critiquer pour nous améliorer. Très bien, on termine avec ce mot, l'amélioration. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce numéro de la Semaine Éco. Hakim Taoussa, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de développement des PME et de la promotion de l'innovation. Adel Ben président du Conseil national de concertation pour le développement des PME et entrepreneur dans le mécanique de précision. El Hadi Temmam, vous êtes directeur général du FGAR, le fonds de garantie des crédits aux PME, et Monsieur Youssef Bembouali, vous êtes chargé de gestion de l'incubateur pépinière d'entreprises de la wilaya d'Alger. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.